Aux technologies d'assistance, ces outils essentiels à l'autonomie et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Les principaux bénéficiaires évoquent des outils de nature à respecter la dignité humaine. Un bloc opératoire où il est impossible d'opérer des malades tant la logistique fait défaut. Cela se passe à Koumpentoum. Les populations lancent un appel urgent à l'aide. Prévu quelques semaines après le Magal, le Maolid se prépare activement à Tivaouane. La gouvernance de Thiès a abrité un comité régional de développement sur les préparatifs de l'événement. Cette année, il est prévu de réduire de manière drastique les accidents routiers à travers la mise en place d'un plan spécial sécurité routière. Et puis Afrobasket masculin en Angola, le drapeau remis aux membres de l'équipe nationale, les Lions, qui visent le trophée continental, rassure quant à leur préparation physique. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à toutes. La santé, l'enseignement supérieur ou encore le secteur de la justice, voilà entre autres les chantiers prioritaires des tout nouveaux membres du Haut Conseil du dialogue social. Les 60 nouveaux membres de l'institution ont été installés ce matin pour une durée de 3 ans. Mamadou Lamine Dianté, le président du Haut Conseil pour le dialogue social, nous en dit plus au micro de Lisa Prera. Une institution de promotion du dialogue social dans le but d'installer une paix et une stabilité sociale durable. Aujourd'hui, nous savons que dans le secteur public, par exemple, il y a beaucoup de secteurs qui sont conflictogènes, l'éducation, l'enseignement supérieur, la justice récemment, la santé. Et pour tous ces secteurs-là, évidemment, nous faisons dans l'anticipation, puisque nous sommes saisis, au même titre que le gouvernement, des préoccupations et des préavis déposés par les travailleurs, et nous intervenons dans le cadre de la médiation sociale qui est une de nos missions, pour permettre à ce que les problèmes soient réglés avant même la survenue de différends. Donc, au-delà de ce secteur public, il y a également le secteur parapublic pour lequel nous sommes compétents, qu'il s'agisse la plupart des agences ou des directions d'entreprises qui sont des parapublics, mais également nous sommes compétents dans le privé, n'est-ce pas, et l'économie informelle compris. Et c'est pourquoi dans le privé, dans la plupart des entreprises, nous procédons à l'installation de comités de dialogue social et à la suite on voit qu'il y a une stabilité durable dans ces entreprises-là pour que la productivité puisse se faire. Hassan Diouf est libre. L'activiste a écopé de 4 mois de prison qu'il a déjà purgé. Le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef d'accusation d'offense à une autorité ayant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État. Par contre, il a été déclaré coupable des chefs d'accusation de diffusion de fausses nouvelles et d'avoir tenu un discours contraire aux bonnes mœurs. Son avocat, Maître Aboubakri Barrow, envisage d'introduire appel. Nous l'écoutons au micro d'Al-Hassan Ba. Condamné à une peine de 4 mois qu'il a déjà purgé, je précise. Il a déjà fait 4 mois en prison, sinon plus de 4 mois. Ça fait plus de 6 mois qu'il est à Rebeuss, donc il sort aujourd'hui. Et ce qui est le plus important, on rend grâce à Dieu, on félicite, on salue la sagesse du tribunal et le sens élevé de la politique tribunal, de la politique pénale qu'a le tribunal. Vous savez, car le tribunal a estimé qu'aujourd'hui Hassan Diouf devrait être libéré et nous estimons que sa détention était devenue arbitraire, pour ne pas dire illégale. Maintenant, on va voir comment envisager de faire appel pour voir comment on puisse faire en sorte que les deux chefs puissent être écartés, car nous estimons qu'en droit pur et simple, il ne doit pas également être condamné pour les deux chefs. C'est notre humble avis. Il appartiendra à la juridiction du jugement à la Cour d'appel de statuer sur cet appel éventuellement. Le moment venu, on avisera, Inch'Allah. En tout état de cause, nous sommes très satisfaits de cette décision et nous saluons vraiment la sagesse du tribunal. Et ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Hassan Diouf pourra rentrer chez lui et en fermant mérite
partir à Touba pour participer à cette cérémonie du Magal du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Et je vous remercie. Délégués du personnel chez Dakar Nav, ils souhaitent leur implication dans la finalisation du cahier des charges. En conférence de presse, ces travailleurs ont exprimé leurs préoccupations autour du renouvellement imminent du contrat de concession du chantier de réparation navale. Abbas Fall est issu du collège des délégués de Dakar Nav. Il nous en dit plus au micro d'Alioune Diagne. L'État est en train de lancer un nouveau appel d'offres inclusif et transparent, malgré des manœuvres souterraines qui avaient failli accorder le marché à d'autres dans des conditions exécrables sous le sceau donc du secret défense. Heureusement, bien heureusement, que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, est intervenu directement pour remettre de l'ordre afin que tout se déroule dans la transparence. Face aux difficultés qui subsistent à Dakar Nav, la participation et la consultation des travailleurs dans le processus est plus que déterminante pour parer à toute éventualité dans le futur. Pour ce, donc ces défis s'imposent. En perspective de la signature du nouveau contrat de concession, il y a forcément la nécessité de s'unir pour défendre les intérêts des travailleurs et de consolider les avantages sociaux déjà acquis. Dans l'analyse des problèmes, il y a lieu de relever la faible implication des travailleurs dans le processus de discussion. Le Sénégal renforce son arsenal contre la corruption. Le gouvernement s'apprête en effet à modifier en profondeur la loi sur la déclaration de patrimoine, un texte clé dans la transparence de la vie publique. Objectif, élargir le nombre de personnes assujetties à cette déclaration de patrimoine et mieux contrôler l'évolution du patrimoine. Justement, Abid Faye pour les détails. Commence en 2012 avec l'adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Dans le sillage d'une directive de l'UEMOA, 2 ans plus tard, en 2014, une première loi sur la déclaration de patrimoine voit le jour. Son objectif, prévenir l'enrichissement illicite des détenteurs de fonctions publiques stratégiques. Mais en 2024, face aux limites de ce dispositif, une nouvelle loi a été promulguée. Et aujourd'hui, une révision en profondeur s'impose. 2 raisons majeures motivent ce changement. La première, c'est la mise en œuvre de l'agenda Sénégal 2050. Cette stratégie nationale exige une gouvernance plus transparente. Le président de la République a même souhaité la publication des rapports de tous les corps de contrôle. La deuxième raison est liée à une vision élargie de la lutte contre la corruption. Il ne s'agit plus seulement de traquer les enrichissements injustifiés, mais aussi de détecter les situations de conflit d'intérêts, de recel masqué ou d'utilisation de prête-noms. Avec cette réforme, le champ d'application de la loi s'élargit. Désormais, toute personne gérant un budget public supérieur à 500 millions de francs CFA devra se soumettre à l'obligation de déclaration. Sont également concernés les hauts magistrats, présidents de chambres, doyens des juges, les membres des corps de contrôle civil et militaire et les responsables du secteur stratégique des mines, hydrocarbures et carrières. La loi prévoit aussi un renforcement du contrôle, vérification des déclarations, délivrance d'un quitus, sanction en cas de manquement. Pour assurer une meilleure traçabilité, un fichier nominatif actualisé chaque année sera tenu par l'organe anticorruption, qui pourra même le publier. La nouvelle loi vise donc un objectif clair, faire de la transparence un pilier de l'action publique pour rétablir la confiance des citoyens envers leurs institutions. Un signal fort à l'heure où le Sénégal entre dans une nouvelle ère de gouvernance. Quand la transparence devient la règle, la corruption devient l'exception.
avec une population sénégalaise qui devrait passer de 18 à 35 millions d'habitants d'ici 2050. Les besoins en nouveaux bâtiments ne cessent de croître, tout comme la consommation en énergie. Face à cet enjeu majeur, l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics cherche à savoir comment concilier cette croissance fulgurante et l'efficacité énergétique. Et pour y répondre, un atelier a réuni ce matin différents acteurs. Objectif, réfléchir tout simplement sur l'expression des besoins. Écoutons Baïnias, il est le directeur général de l'ACBEP et il nous en dit plus au micro de Al-Hassan Ba. Vous savez, aujourd'hui le Sénégal compte plus de 18 millions d'habitants et dans 25 ans on serait à 35 millions de Sénégalais. Naturellement le besoin sera de manière accroissante. Ce qui fait que maintenant, il est question, dès à présent, qu'on réfléchisse sur la question d'énergie, histoire peut-être de pouvoir contenir la population qui sera là, Inch'Allah, demain. D'où l'importance de cet atelier. L'atelier réunit l'ensemble des acteurs de la construction, et en passant d'abord par ceux qui font la conception, et jusqu'à ceux qui font la réalisation, et également ceux qui doivent faire l'encadrement de ces travaux. Aujourd'hui, nous sommes là pour réfléchir de façon beaucoup plus approfondie, suite également aux injonctions ou bien également aux directives reçues des autres autorités du Sénégal qui savent actuellement que la demande en énergie est devenue une situation compliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour au moins arrimer par rapport à l'alignement, par rapport à leur alignement, suite au plan de redressement qui a été présenté par le Premier ministre du Sénégal, cet atelier aujourd'hui a regroupé l'ensemble des acteurs et au finish, on produira, comme il l'a dit tout à l'heure le ministre, un document sur lequel on pourra peut-être retracer les effets, mais aussi mesurer l'impact que ça aurait dû faire à partir également de la conception jusqu'à la réalisation. La journée internationale des technologies d'assistance a été célébrée ce jeudi par le Centre national d'appareillage orthopédique avec comme thème « Mon athée et moi ». Ces technologies d'assistance vont permettre aux personnes atteintes de handicap de pouvoir retrouver leur dignité. Samba Kor Sarr est directeur de cabinet du ministre de la Santé. Il est au micro ici de Fatou Bintou Conté et Jafaraba. La technologie d'assistance constitue un élément fondamental dans le processus de correction des dysfonctionnements que les personnes vivent dans le parcours de leur vie. Les déficiences qui sont enregistrées et qui se manifestent par soit la malvoyance, le handicap physique et autres nécessitent des systèmes d'appui qui permettent à ces personnes de retrouver de façon optimale ces fonctions qui étaient perdues. Et les technologies d'assistance constituent aujourd'hui des soutiens essentiels. Cela nécessite effectivement qu'on les adapte à l'environnement de la personne, à la configuration physique de la personne et à un ensemble de paramètres que les professionnels du secteur qui sont aujourd'hui spécialisés dans la réadaptation fonctionnelle essayent autant que faire se peut de respecter. Donc cette journée est un moment fort de la réadaptation fonctionnelle, autrement dit un moment fort d'équité sociale. Un moment fort de développement de la solidarité humaine. Je vous l'annoncer en titre, un seul bloc opératoire pour tout un département, pas de service de néonatologie, encore moins de gynécologue. Ça se passe dans le département de Koumpentoum, dans ce district sanitaire. Le bloc opératoire est dépourvu de toute logistique de nature à permettre une intervention correcte. Les populations lancent un appel urgent à l'aide. Le reportage est signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Un seul bloc opératoire pour tout un département, le département de Koumpentoum, certes équipé mais très sollicité. Et on est la seule structure qui tient un bloc opératoire au niveau département. Donc du coup,
on est vraiment parfois submergé avec les urgences. Donc ce qui fait que d'habitude nous avons beaucoup plus de cas parce qu'il n'y a pas l'accessibilité. Ils n'ont pas assez de possibilités pour aller à Tamba, donc ils sont obligés de revenir vers Koupentoum. On a un bloc qui est bien équipé et qui est fonctionnel avec un recrutement de 2 médecins sous. Nous avons 2 médecins sous. Avec en moyenne plus d'une dizaine de césariennes par jour, l'acte chirurgical le plus sollicité dans ce bloc opératoire. Nous faisons beaucoup surtout les césariennes, mais en dehors des césariennes également, nous faisons d'autres actes, ce qu'on appelle les chirurgies de façon générale. Nous faisons souvent des camps de chirurgie, par exemple les chirurgies gynécologiques, également certaines chirurgies urologiques aussi. Donc nous faisons sous forme de camps de chirurgie et nous programmons des patients. Nous faisons de plus, ce sont les césariennes. Bon, il y a des césariennes d'urgence, il y a également des césariennes prophylactiques que nous faisons. Mais ce que nous faisons de plus, ce sont les césariennes. Et nous faisons par semaine une dizaine de césariennes par semaine. Malheureusement, du sang manque dans ce district sanitaire. Pas de banque de sang, ce qui fait que beaucoup de malades sont référés à Tambacounda ou à Koungheul. De ça aussi, nous avons surtout des problèmes par rapport au sang. Parce que le centre de santé n'a pas de banque de sang, ni dépôt de sang. Donc parfois on est obligé de faire appel au centre de santé de Koungheul, ou même parfois au niveau du palais régional de Tambacounda. Donc c'est des patients qui viennent souvent aussi avec des anémies et avec des complications. Donc du coup, on est obligé parfois de les référer sans pour autant faire les actes. Pourtant, on a un bloc opératoire qui est au top. Ce centre de santé polarise 25 postes de santé, mais n'a pas de service de néonatologie, ni de gynécologue, encore moins de pédiatre. Un cri de cœur du médecin-chef de ce district sanitaire. On n'a pas de service de néonatologie pour la prise en charge des nouveau-nés. On est obligé toujours de les référer à l'hôpital régional où il y a un pédiatre, parce qu'ici, à notre niveau, il n'y a pas de pédiatre. Donc notre principale difficulté, c'est l'absence de services de néonatologie. La persistance également de quelques accouchements à domicile, ça persiste toujours dans certaines zones jusqu'à présent. On note des accouchements à domicile. Koupentoum, un personnel très limité, fait partie des maux dont souffre aussi ce district sanitaire. À l'occasion du Grand Magal de Touba, l'opérateur télécom Yas a marqué sa présence à travers une série de visites de courtoisie auprès des autorités religieuses de la ville sainte. Une délégation conduite par son directeur général et qui s'est rendue auprès du Khalif général d'Imouride, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, mais aussi auprès de plusieurs dignitaires religieux pour réaffirmer l'engagement de l'entreprise et réaffirmer les valeurs de solidarité et de partage. Cette visite a également été l'occasion d'annoncer un déploiement technique exceptionnel du réseau Yas à Touba afin de garantir une connectivité optimale durant l'événement religieux. Le point, c'est avec Biram Dour. Grand Magal de Touba, l'opérateur télécom Yas s'inscrit dans une tradition bien établie. Être aux côtés des populations, des communautés religieuses, l'entreprise a dépêché une importante délégation conduite par son nouveau directeur général auprès du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour lui apporter son soutien et sa contribution. Un déplacement qui traduit la volonté de Yas d'accompagner les grands moments spirituels et sociaux de la nation. Je suis venu accompagné d'une forte délégation de Yas aujourd'hui à Touba en prévision du Magal la semaine prochaine. C'est quelque chose qui est très important pour Yas parce que le lien avec la ville de Touba est ancien et se raffermit chaque année encore plus. Non seulement nous sommes venus pour ces préparatifs-là, mais nous sommes aussi venus rencontrer et rendre hommage au Khalif général, à tous les dignitaires et autorités religieuses de Touba pour prendre les bénédictions. La délégation s'est ensuite rendue chez Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalif général et président du comité d'organisation du Magal. Un échange fructueux y a été tenu autour des nombreuses initiatives déjà déployées par Yas à Touba et celles à venir. Dans cet esprit de continuité et de fidélité aux valeurs de la ville sainte, la délégation a aussi été reçue à Darou Marnane par Mame Thierno Mbacké, Khalif de cette localité hautement symbolique. Enfin, elle a effectué une visite à Mbacké chez Serigne Fallou Fall dans un climat de respect, de partage et de fraternité sincère. C'est quelque chose qui est important pour nous et c'était aussi quelque chose qui était important pour moi. J'ai pris mes fonctions le vendredi passé et ma première visite hors de Dakar et hors des bureaux a été à Touba. Nous avons été extrêmement bien accueillis dans cette ville où Yas est à la maison et chez elle et continuera d'être aux côtés de Touba et de tous ceux qui se rendront au Magal tout au long de l'année. Cette visite a été l'occasion pour Yas d'annoncer un déploiement exceptionnel de son réseau à Touba, accompagné d'un renfort significatif d'agents mobilisés sur le terrain. Ce dispositif vise à garantir une connectivité optimale et un accompagnement renforcé des utilisateurs durant le Magal. Avec près de 5 millions de personnes qui seront là pour le Magal, il est important que le déploiement, que le réseau soit au rendez-vous
pour qu'on puisse avoir un Magal sans faute, avec un réseau sans coupure, de sorte à pouvoir permettre à tous d'avoir la meilleure expérience. Par cette présence active à Touba, Yass affirme plus que jamais son rôle d'opérateur de confiance, profondément enraciné dans les territoires, à l'écoute des communautés. Engagé aux côtés des Sénégalais, Yass s'inscrit résolument dans une dynamique d'innovation et de solidarité pour accompagner chaque étape de la vie et bâtir ensemble un avenir connecté, humain et durable. L'aéroport de Diass a accueilli ce matin des centaines de compatriotes en provenance d'Europe, notamment d'Italie et de la Belgique. Ces talibés mourides qui ont tenu à assister et qui tiennent à assister chaque année au Magal de Touba ont été accueillis par Serigne Abdou Khadre Mbacké Mourtada. Ils ont toutefois déploré à leur arrivée quelques restrictions au niveau de l'aéroport. Les détails, c'est avec Pape Faraning. Le Saint-Coran et des Khassaïd entonnés en plein vol, c'est la contribution des talibés mourides d'Italie et de Bruxelles pour le Grand Magal de Touba. C'est à partir de Milan que nous avons commencé le Saint-Coran dans le vol charter. Arrivé à Bruxelles, nous avons encore recommencé. Au finish, nous avons récité 3 exemplaires du Saint-Coran et des centaines de Khassaïd de Serigne Touba. Nous avons récité 4 fois le Saint-Coran, des Salatu ala Nabi, Nourou Darayni et des dizaines de Khassaïd. Ils sont plus qu'heureux de rejoindre la ville sainte pour célébrer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous venons de l'Italie tout simplement pour célébrer le grand Magal de Serigne Touba. Nous remercions le bon Dieu et tous les talibés. C'est un moment important. C'est pour cela que Serigne Mamour Mbacké nous a dit de venir les accueillir à l'aéroport avec les dirigeants des daïras de Milan, Brescia et les autres villes d'Italie. Toutefois, il déplore les restrictions jugées trop strictes à l'aéroport par rapport à celles des aéroports européens. aéroport bi baax ñoo ko moom ci lan bokk waaye lan nu may Milan may nu ko Belgique war nañu ko mën a may fii lu nag am nañu problème ndax nu li ñu amal solo avion bi naaw ngay jàng alxuraan yëkkati ci kaw Vraiment, c'est désormais on ne comprend pas. ñu may nu ko avion nun nag li ci ñor mooy du yëkkati mais nous faisons tout cela N'empêche, les talibés ont été assistés par certaines autorités de la police de l'aéroport jusqu'à leur sortie. Ils ont tous remercié le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. À Bambey, l'association nationale de personnes vivant avec un handicap pris pour un Magal sans accident, en collaboration avec les autoroutes du Sénégal, Ousmane Ndoye et ses camarades ont sensibilisé les usagers de la route. Ousmane Ndoye que nous écoutons au micro de Babacar Diouf. Ici, nous avons sollicité le directeur ADS, M. Ibrahima Sall, pour faire un programme, une journée de prière ici. Prier pour que Allah accepte notre prière. C'est que ce qui m'arrive, je ne veux pas que ça s'arrive à d'autres conducteurs ou d'autres citoyens, y compris les passagers. C'est pour cela que nous sommes en partenariat. Il nous a envoyé au directeur des programmes, Pape Ibrahim Diagne, d'assister cette journée. Vraiment, nous sommes satisfaits et nous lançons un appel à tous les conducteurs d'être vigilants. Parce que l'accident, on peut l'éviter. On peut l'éviter. Il s'agit d'avoir la discipline. On peut éviter les accidents. Respecter les règles de la code de la route, on peut éviter les accidents. Donc cette année, on a prié pour qu'il y ait zéro accident sur l'autoroute. Zéro accident mortel, pas de blessés. Nous voulons que les gens partent au Touba et retournent encore 16 heures en paix.
Et parce que le Maoulid survient près d'un mois après le Magal, ce comité régional de développement spécial consacré donc au Gamou et qui s'est tenu à la gouvernance de Thiès cette année, un dispositif sécuritaire exceptionnel sera mis en place. Le porte-parole du Khalif général de Tivaouane qui a assisté à ce CRD en a profité pour délivrer le message du Khalif général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, et c'était en présence de nos reporters, Cheikh Anta Diop et Saïla Dia. Le comité départemental de développement de Tivaouane, le gouverneur de Thiès a accueilli le comité d'organisation du Maoulid ici à la gouvernance et tous les chefs de services régionaux. Des engagements ont été pris devant le préfet de Tivaouane. Ces engagements sont confirmés devant le gouverneur de Thiès. Mais confirmer l'engagement des chefs de service, c'est confirmer l'engagement de l'État du Sénégal. À faire de sorte que cette année, le Maoulid se déroule dans d'excellentes conditions. Ainsi, un dispositif sécuritaire performant sera mis en place pour mieux sécuriser les pèlerins. On va demander à la gendarmerie d'être très rigoureux par rapport à la prise en charge sécuritaire. On va être très rigoureux. Et le dispositif qui sera mis en place devra être respecté par tout le monde. Pas d'exception. Tout le monde respecte le dispositif et qu'on ait quand même un Gamou avec moins sinon zéro accident. Le président du comité d'organisation est longuement revenu sur l'organisation. Pour lui, le Maoulid de cette année sera célébré dans un contexte particulier. Nous sommes en plein dans l'hivernage. Devant une telle situation, les autorités doivent apporter à titre transitoire une solution adaptée pour éviter les désagréments. De la même occasion, Khalifa Niang, le président du COSCAS, a demandé aux autorités de mobiliser autant de camions hydrocureurs pour l'évacuation rapide des eaux pluviales en cas d'inondation. Parlons environnement. Face à l'avancée du désert et aux effets du changement climatique, le projet d'Indy Ferlo multiplie les initiatives dans le nord du Sénégal. À Lakbar, 5 parcelles ont été aménagées dans le cadre d'un vaste programme de reforestation inscrit dans le tracé de la Grande Muraille Verte. Au-delà de la plantation d'arbres, le projet vise également la revalorisation de produits forestiers non ligneux avec pour objectif de générer des revenus durable pour les communautés locales. Sidati Sow est chef de projet. Il nous en parle au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye. Restaurer les écosystèmes à travers la restauration des terres dégradées et l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont dans la zone du Ferlo, aussi le long du tracé de la Grande Muraille. Je le dis, on est à la dernière année de la première phase du projet et là on est à la phase de capitalisation. On est en train de voir ce que nous avons réalisé depuis 3 ans, les actions, les initiatives qu'on est en train de mettre en œuvre sur le terrain à travers mise en défense de périmètres dans la zone des parcelles forestières. Parce que là, dans la zone de Labgar, il faut se dire qu'on a 345,1 hectares qui sont clôturés. Et dans ces 345 hectares, il y a ce qu'on appelle les parcelles communautaires, une parcelle expérimentale, c'est-à-dire qu'on est en train d'expérimenter avec l'ISRA les protocoles quand même qui adaptent, c'est les espèces qui s'adaptent le mieux dans la zone. Pour quand même, parce qu'on veut passer à la phase de mise à l'échelle après la fin de cette première phase. Et pour passer à la phase de mise à l'échelle, il faut passer avec des certitudes. Donc on est en train d'expérimenter. Et à côté de ces parcelles d'expérimentation, il y a aussi des parcelles communautaires, des parcelles propriétaires où on est quand même de tester plusieurs options de reboisement, plusieurs options pour nous permettre de passer à l'échelle. Et même par rapport à ce projet, il faut se dire, on ne se limite pas seulement à Labgar. On est dans 3 unités pastorales. Parce que dans le département de Linguère, on intervient juste dans l'unité pastorale de Labgar. Mais il y a aussi dans le département de Ranier où on intervient dans 2 unités pastorales. L'unité pastorale de Vélingara-Ferlo et l'unité pastorale de Uniféré. Le sport, le basketball plus précisément, à quelques heures de leur départ pour l'Angola pour les besoins de l'Afro-Basket masculin 2025. Les Lions de l'équipe nationale ont reçu le drapeau, une occasion pour les représentants de l'État de les exhorter à remporter le titre continental, un objectif qui épouse l'ambition de la tanière sûre de sa capacité après une bonne préparation. Compte rendu, cher Salih Boudjara. À 28 années de disette de l'équipe nationale de basketball masculin, c'est la grande attente du peuple sénégalais à l'Afro-Basket du 12 au 24 août 2025 en Angola. Une exigence
souligné au Lyon lors de la remise solennelle du drapeau national. Le peuple sénégalais a entièrement confiance en vous. Je vous exhorte alors à faire preuve de solidarité, de persévérance, d'esprit d'équipe. Récemment, lors des phases qualificatives à l'Afrobasket 2025, nous avons vu une équipe déterminée, motivée et disposée à arracher la victoire vaille que vaille. Avec un bilan parfait de 6 victoires en autant de matchs, vous prenez l'image d'une équipe capable de dompter n'importe quelle équipe adversaire, dompter en restant indomptable. Alors continuez à préserver cette même rigueur, cette même rage qui mèneront sans nul doute sur le toit du basketball continental. C'est l'invite solennel que nous vous faisons. Une ambition pas trop grande pour les protégés du sélectionneur de Sagana Diop. Les Lions affichent leur confiance. On est prêt à faire face à ce qui nous attend au Angola, Inch'Allah. Et puis on sait aussi ce qui nous attend. Donc on est prêt. On n'a jamais eu une préparation comme celui-là qu'on a fait. Ça fait un mois qu'on est en Europe. On est revenu hier. Donc on espère que pour cette fois ce sera la bonne. Inch'Allah. Logé dans le groupe D de l'Afrobasket 2025, en compagnie du Mali, de l'Égypte et de l'Ouganda, le Sénégal ne veut pas danser plus vite que la musique. Ce n'est pas une poule facile. Toutes les équipes se valent. C'est pourquoi nous serons humbles et concentrés sur nos forces. Focus sur notre objectif. À chaque compétition, des ragots ne manquent jamais. Mais cette fois-ci, nous devons faire bloc, comme c'était le cas à la CAN de football en 2022. Que tout le monde tire vers le même sens. L'union des cœurs pour nous pousser au triomphe. L'équipe nationale va rallier Luanda à 4 jours du démarrage de l'Afrobasket et de son entrée en lice face à l'Ouganda, le match d'ouverture. Une compétition que vont rater Youssoundé et Takofal, blessés. Ils sont remplacés par Ibrahima Diallo et Lamine Samb. Et nous croisons les doigts et souhaitons bonne chance pour l'équipe nationale. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et tout de suite, deuxième partie de Soir d'Info. Restez avec nous.